bonjour à tous. Donc Claire-Marine Guessant de Dréal. Merci de me donner la parole. Donc on va intervenir à deux voix pour cette matinée. Donc je parlerai plutôt effectivement de toute la présentation du risque industriel dans la région grenobloise et un peu plus aussi au niveau du département. Et Madame Thiévan prendra la suite pour vous présenter toutes les actions du S3PI, de la campagne sur les risques, et en illustrant tout cela avec des exemples. Donc le plan de mon intervention est un petit préambule pour bien fixer l'intervention, le contexte local pour bien identifier où est-ce qu'on est, et ensuite parler de la prévention des risques. Donc déjà, je vais vous dire ce que je ne vais pas dire. Ça sera plus simple parce que sinon, on en a pour plusieurs jours. Donc je ne vais pas parler des risques naturels. Le thème, c'est les risques industriels, les risques anthropiques. Donc on n'évoquera pas les risques naturels. Je vais essayer de faire une intervention pas généraliste sur la prévention des risques. Ce n'est pas un cours sur la prévention des risques. Ça pourrait être très technique, donc je vais essayer d'être le moins technique possible, puisque cette intervention s'adresse à tout public, comme l'a rappelé Monsieur le Président. Je ne vais pas me cibler sur la région grenobloise, parce que j'ai un petit peu du mal, moi, avec le terme région grenobloise. Pour moi, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. La métropole grenobloise, c'est autre chose. Il y a le SCOT. Donc je fais souvent faire une extension au département de l'Isère, ce qui, honnêtement, me facilitait la tâche, puisque j'avais des données département de l'Isère, mais je ferai des zooms sur l'agglomération, la zone du Y grenoblois. Je ne vais pas tout vous dire, parce que maintenant, avec les attentats, tout ce qui s'est passé en 2015 et depuis, on est obligé de limiter nos discours. Si vous regardez un petit peu les sites internet, il y a beaucoup d'informations qui ont été enlevées, entre autres sur les noms des produits, les quantités, les process bien entendu. Donc je ne vous dirai pas tout. Voilà, je suis désolée, mais j'essaierai de répondre au maximum de questions. Je ne vais pas vous faire un cours de droit, donc il n'y a aucune référence réglementaire dans mon intervention, sinon je vais perdre toute la salle. Je ne parlerai pas des risques chroniques. Je vais parler des risques chroniques, c'est les pollutions sur du long terme. On est sur la notion risque accidentel, donc en cas d'accident uniquement. Qu'est-ce que je ne me fais pas faire d'autre? Je ne vous présente pas les établissements, leur histoire, leur process, tout ça. Vous avez plein de sites qui expliquent les établissements, les sites en particulier des plateformes, le site de l'IRMA où il y a des choses très bien, le site des bons réflexes où il y a aussi des fiches. Vous allez recevoir des informations dans le cadre de la campagne sur les risques. Donc ça, vous avez plein d'informations sur le public, à disposition du public. Et je vais essayer de ne pas utiliser de sigles. Donc si j'utilise des sigles, vous me dites tout de suite que ça ne va pas. Donc c'est bien les risques industriels, les établissements industriels, Seveso seuil haut, SSH, Seveso seuil haut, parce que c'est les plus à danger. Je n'oublie pas quand même que les sites ICPE, même à autorisation, peuvent être à l'origine d'accidents. Ce n'est pas que les Seveso seuil haut qui ont des accidents. Qu'est-ce que fait l'État pour ça? Avec les exploitants. Ce n'est pas l'État tout seul. On est là pour prescrire des choses aux exploitants, mais c'est quand même les exploitants qui sont les premiers responsables et les premiers à la manœuvre. Et comment on applique les 4 piliers de la maîtrise des risques. Donc là, j'ai bien essayé de cibler le... Je vous présente très rapidement l'Adréal. C'est l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. C'est plus de 1000 personnes au niveau, donc Auvergne plus Rhône-Alpes, avec une direction composée de 7 personnes de mémoire. La directrice Françoise Nohars, avec plusieurs services que vous voyez là, un certain nombre de services techniques et de services opérationnels, et des unités départementales, donc qui sont soit pour un département, soit pour plusieurs départements, en fonction de la taille des départements. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 départements, il y a 7 unités départementales. Donc il y a les missions qui sont affichées sur le PowerPoint, avec... un peu les missions qui nous concernent le plus au niveau des unités départementales que j'ai mis en gras, tout ce qui est changement climatique, préservation de biodiversité, et puis bien entendu la prévention des pollutions et des risques. Juste sur l'unité départementale de l'Isère, on est 45 officiellement, en pratique pas vraiment 45, avec 3 unités, 3 pôles, un qui s'occupe plus spécifiquement de... Pardon. Hop. De tout ce qui est établissement Seveso seuil haut, dont j'ai la responsabilité, et le S3PI est aussi dans ce pôle-là. Un pôle qui s'occupe plus spécifiquement de toutes les autres
installations classées du département, sachant que ça fait à peu près 500 installations à autorisation. Et un pôle où il y a un peu tout, entre guillemets, qui est un pôle compliqué dans la mesure où il y a à la fois le contrôle des véhicules, les cités sols pollués, les carrières, et je crois que c'est tout. Oui, c'est ça. Et les équipements sous pression et les canalisations. Donc ça fait un pôle avec beaucoup de missions très variées. Je vous ai rappelé donc les missions de l'unité départementale qui sont en particulier donc l'inspection des installations classées, la réglementation des contrôles des véhicules, donc tout l'aspect législatif, la réglementation des activités minières, toute l'activité donc pilotage et projet, donc entre autres avec les plans de protection de l'atmosphère, avec le S3PI aussi, et puis on est un peu relais pour la DREAL globale, DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, pour toutes les actions menées par la DREAL au niveau, enfin le relais vis-à-vis du département et du préfet. Voilà, c'est une présentation très rapide de la DREAL, mais je pense que c'était important quand même de vous resituer qui on était. Alors, le département de l'Isère. Alors, c'est moi comment je le sens. Le département de l'Isère, ça fait 3 ans que je suis ici. Au final, qu'est-ce que je dirais? Bon, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, forte population. Et puis, on a vraiment une concentration au niveau du Y grenoblois qui donne un contexte un peu particulier, puisqu'on a une géographie vraiment très contrainte avec le relief qui fait que quand on fait des études de dispersion, il y a des montagnes, mais on ne les compte pas. C'est la règle. Avec des contrastes donc très forts entre le nord et le sud du département, c'est-à-dire que quand on parle des installations dans le nord, en général, c'est des installations qui sont avec peu de population dans l'environnement, en plaine. Voilà, on est un peu plus tranquille, entre guillemets. Par contre, on a tout le Rhône qui sert beaucoup de relais pour les transports, etc. Et puis par contre, au sud, on a une métropole très importante, très, très contrainte avec son environnement géographique. On a une forte présence naturelle. Alors j'ai appelé ça présence naturelle, c'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, le département de l'Isère, il y est. Il a droit aux fortes sismicités, il a droit aux crues, il a droit à la neige, il a droit, qu'est-ce que j'ai mis, aux barrages, problème de rupture de barrage. Il a droit à des gros fleuves qui ont des niveaux qui bougent beaucoup, une très forte biodiversité, donc les zones naturelles humides sont importantes. Donc en fait, voilà, j'ai dit que je ne parlerais pas de risque naturel, mais on est quand même dans un contexte environnemental naturel très important dont on doit prendre en compte. Un département qui est très dynamique, du fait de ses histoires, donc on a fêté récemment les 100 ans de la plateforme de Roussillon, les 100 ans de la plateforme de Jarry, les 100 ans de la plateforme de Pont-de-Clay. Donc c'est une grosse activité industrielle qui est historique, qui s'est implantée parfois maintenant autour, enfin plutôt les riverains se sont implantés autour de la plateforme, c'est un peu allé dans l'autre sens. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup d'activités? Parce qu'il y a des ressources énergétiques importantes, et puis il y a des voies de transport, ça circule bien. Entre autres, dans les voies de transport, il y a aussi tout un réseau de canalisation. Quand on prend la carte de France, on voit bien que ça passe pas mal par le département de l'Isère. Donc au final, tout ça, ça fait quoi? Ça fait un département qui est très vivant. On n'est pas dans des départements... Alors je suis désolée s'il y a des gens du Nord, mais je vais dire département du Nord qui était un peu plus, où on fait plus de cessation d'activité. Nous, on est plus dans des activités qui démarrent, qui bougent, qui se modifient, etc. Voilà. On a, depuis 2015, on a un nouveau établissement Céveso seuil haut chaque année. Il n'y a pas beaucoup de départements qui ont ce dynamisme-là. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous positionner le département et tout ce qui s'y passe. Donc je vous ai mis quelques photos là pour vous montrer un petit peu. Donc ça, vous connaissez le département, on voit bien la différence entre le sud et le nord du département. La carte de sismicité, oui, on est par là, donc on est là. Avec la main droite, ça va mieux. Voilà, on est là, donc on est dans les zones de sismicité fortes. Qu'est-ce qu'il y a plus fort? C'est les îles, voilà, qui ont une sismicité 5, mais là on est déjà au niveau 4. Les canalisations, on voit bien qu'il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de canalisation. Mais dans le département de l'Isère, il y a quand même un réseau de canalisation important. Et puis je vous ai mis la source géorisque. On voit bien, par exemple, sur la commune de Le Pont-de-Clay, il y a inondation, mouvement de terrain, risque industriel, rupture de barrage, séisme, etc. Donc on y a droit à beaucoup d'événements parallèles. Donc pour la DREAL, on a aussi des activités, je rappelle juste par rapport à la DREAL, il y a des activités, des activités qui sont aussi gérées au niveau de la DREAL de Grenoble,
puisqu'il y a les unités qui s'occupent des barrages, qui s'occupent des transports exceptionnels, qui s'occupent des crues pour les Alpes. Voilà, donc c'est pour vous montrer vraiment que le département est particulier. Alors, qu'est-ce que ça donne au point de vue des chiffres, l'état industriel du département? Une trentaine d'établissements, 33 sites Céveso seuil haut pour le département de l'Isère. En comparaison, la région Pays de la Loire a 25 établissements Céveso seuil haut. Sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on en a 120, c'est ça, 120 établissements Céveso seuil haut. Une vingtaine de sites Céveso seuil bas, donc ils sont en fonctionnement et ils sont majoritairement groupés sur les 4 plateformes que je ne vous ai pas toutes citées, donc Jarry, Pont-de-Claix, Roussillon et Saint-Clair-du-Rhône, appelé aussi Chasse-sur-Rhône. Il y a 70 établissements relevant de la directive IED. La directive IED, c'est l'équivalent Céveso, mais pour le volet risque chronique. Donc ça veut dire que c'est des gros établissements, ce n'est pas la petite usine, c'est des gros établissements. Il y a beaucoup de carrières, il y a environ 400 autres établissements à autorisation. Donc ce que je disais, ils peuvent aussi générer des risques, puisqu'ils peuvent être en pleine ville. Et il y a 1230 km de canalisation sur le département de l'Isère. Qu'est-ce que ça donne derrière comme chiffre? Ça veut dire qu'il y a des commissions de suivi de site qui sont mises en place sur le département. Donc les commissions de suivi de site, c'est une obligation réglementaire. C'est présidé par le préfet ou son représentant. Et le but de ces commissions, c'est de partager l'information avec un collège de 5 collèges différents et de partager l'information, la communication entre les exploitants, les industriels, les riverains, les collectivités et l'État. Donc ces commissions de suivi de site, normalement, il y en a une par établissement Céveso seuil haut. On n'en a pas fait 33. On les a regroupés parce que sinon, on passait notre temps à faire des réunions. Mais c'est un peu compliqué. Quand il y en a une, il y a 12 établissements. Ça fait des grosses commissions. Derrière, pour la maîtrise de l'urbanisation, ça veut dire qu'il y a beaucoup de plans de prévention des risques technologiques. C'est pareil, un plan de prévention de risques technologiques, je reviendrai derrière, mais c'est la notion, quand il y a un établissement Céveso seuil haut qui existait en 2003, on étudie ces risques et on regarde comment on peut maîtriser l'urbanisation autour. Donc ces plans de prévention des risques technologiques, souvent il y en a un par établissement Céveso seuil haut. Nous c'est pareil, on a regroupé, entre autres parce qu'il y a les plateformes, donc il y a 12 PPRT sur le département de l'Isère, sachant qu'il y en a 390, 93 grosso modo au niveau national, et on en a 10 d'approuvés, les 2 derniers devraient être approuvés fin d'année. On a des conventions de mesures supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y a eu un appui financier de l'État auprès des industriels pour réduire les risques. Il y a un montant global de presque 200 millions chacune, oui, c'est 100 millions chacune. Voilà, ce qui sont des gros montants hein, par rapport au global. On a presque l'ensemble du montant qui a été donné à l'ensemble de la région. Alors, Rhône-Alpes et Auvergne, je ne sais pas ce qu'il y a eu donné. Mais voilà, on est presque sur toutes les mesures supplémentaires qui ont été payées par l'État. C'est presque le département de l'Isère qui les a toutes eues. Et on a des programmes d'accompagnement des risques, des paris, qui sont la mise en place des PPRT. Il y en a 7 en France, on en a 2 dans le département de l'Isère. Donc voilà, c'est pour vous donner qu'à chaque fois, l'Isère, on y a droit. Et des PPI. Donc les PPI, c'est les plans d'intervention particuliers. Il y en a 20. Donc pareil, il pourrait y en avoir un par établissement, mais ça a été regroupé. Donc tous ces chiffres-là que je vous ai donnés, c'est pour vous montrer qu'on est un département où il y a de l'animation, il y a de l'activité. C'est un département qui bouge, c'est un département où il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de choses de faites. Les actions d'inspection, je vais passer rapidement. C'est toujours, enfin, je pense que la majeure partie des gens connaissent. C'est la notion de contrôler les sites par rapport à tous ces sites. Qu'est-ce qu'on fait? On instruit des dossiers et on inspecte les sites, voilà, pour aller vérifier que la réglementation est respectée. Comment on le fait? On le fait pas tout seul. Hein. On le fait avec des consignes du ministère, avec des orientations données aussi par la région. On travaille beaucoup avec la région, le service régional de la DREAL. Et c'est les unités départementales, et on travaille bien sûr avec les exploitants. Et on a une charte de l'inspection qui nous demande justement de respecter les 4 valeurs: compétence, impartialité, équité et transparence. Alors transparence, je vous ai dit, maintenant on transparaît un peu moins, puisqu'on enlève quelques données, mais voilà. Donc ça vous donnait le contexte global, je pense que c'est... Ah oui, je vous ai mis aussi un établissement Céveso seuil haut, qu'est-ce que c'est ? Alors, un établissement Céveso seuil haut, c'est réglementaire. C'est à partir du moment où il y a une certaine quantité d'un produit sur un établissement. Alors, quantité, ça ne veut pas dire qu'il y ait en permanence, ça veut dire qu'il a la capacité de l'accueillir.
Il a un réservoir de 50 mètres cubes, même s'il n'y a que 2 mètres cubes dedans, il peut accueillir 50 mètres cubes. Donc nous, on compte qu'il y a 50 mètres cubes. Donc ça ne marche pas de nous dire, oui, mais j'ai jamais 50 mètres cubes. Il y a 50 mètres cubes potentiellement. Donc c'est très réglementé à partir du moment où il y a certains seuils de dépassés. L'établissement est considéré Céveso seuil haut. Et donc a derrière toute une série d'impositions qui vont derrière. Donc ça veut dire que c'est des sites à haut risque. Hein. Donc il y a l'obligation des études de danger qui sont révisées régulièrement tous les 5 ans. Ça fait beaucoup de dossiers. Hein. Un établissement comme Vancorex en a 6, un établissement comme Arkema en a 10, enfin on avait 25 même avant je crois. Voilà, ça fait beaucoup d'études de danger à instruire, donc qui sont faites par les établissements hein, pour montrer les études de danger. Le but c'est de montrer qu'ils maîtrisent les risques. Ils ont toute une méthodologie qu'ils doivent respecter. Il y a un arrêté ministériel qui définit comment ça doit être fait et les établissements doivent démontrer concrètement qu'ils respectent et qu'ils font le maximum pour limiter les probabilités, sur les probabilités, les gravités, etc., sur les potentiels accidents. Commission de suivi de site, je vous en ai parlé. Le fait que ce soit des établissements Céveso seuil haut, ça veut dire qu'ils ont une obligation d'une campagne tous les 5 ans, donc au niveau régional, c'est en 2018 qu'elle a lieu. Sur le département, elles sont implantées sur des plateformes, et puis il y a des actions spécifiques. Effectivement, dès qu'on a un établissement Céveso seuil haut, on le surveille un peu plus. Typiquement, je prends l'exemple de la sûreté. En 2015, tous les établissements Céveso seuil haut ont eu droit en urgence à une inspection sur la thématique sûreté avec les forces de l'ordre. Voilà, ça c'était national, et c'était les Céveso seuil haut et les Céveso seuil bas. Donc voilà, le fait qu'on ait des établissements seuil haut, ça veut dire qu'ils sont suivis de près. Donc souvent on dit aux établissements, vous ne pouvez pas être un peu en dessous là. D'une part parce que ça limite les risques, hein. Plus vous en avez, moins vous avez de produits, mieux c'est. Puis derrière, vous avez tout un système qui va derrière de contraintes, d'obligations, etc. Je vous ai mis les plans, alors c'est Datara, hein, voilà, le logiciel Datara. Donc vous avez le département de l'Isère, on voit l'implantation, donc ces petites étoiles, ces établissements, c'est les au seuil bas, donc on voit bien la plateforme de Jarry qui est là. Alors il y a une étoile par établissement. La plateforme de Jarry qui est là, la plateforme de Pont-de-Claix qui est là. Là, on doit avoir Titanobel, il y en a un Céveso seuil bas à côté. Là, on a ST Micro, un établissement. Alors je suis désolée, je connais moins les établissements Céveso seuil bas, puisqu'ils ne sont pas dans mon portefeuille suivi, donc je n'ai pas tous les noms en tête. Là, on a Domaine. Là, on doit avoir Stéphane. Là, je ne sais pas. Après, on a la plateforme de Roussillon qui est là, la plateforme de Saint-Clair qui est là. Et là, on doit avoir Villette de Vienne. Je pense que c'est là, Villette de Vienne. Je n'ai pas vérifié. On doit avoir PCH, Finorga, tout ça, c'est par là. Au niveau, donc on retrouve par rapport à l'infrastructure de l'autoroute qui est, l'infrastructure du Rhône qui attire des sociétés, le Drac, la Romanche qui sont là, et l'Isère qui explique un petit peu, puis on voit bien la géographie. Mais voilà, là vous aviez effectivement sur le Y grenoblois l'implantation des établissements Céveso seuil haut de la région grenobloise. La liste que c'est pas volontaire que vous voyez pas les noms, hein, la liste est accessible. Voilà, c'était pour vous listez la liste des établissements. La liste est accessible sur Internet, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vous ai mis quelques photos. Donc d'une part, ce que j'appelle les établissements un peu isolés. Donc là, c'est des établissements du nord du département. Donc on voit bien le dépôt de Villette de Vienne. Mince. Le dépôt de Villette de Vienne avec... donc là, il y a 5 établissements, il y en a encore là aussi. Hein. Donc en fait, c'est 5 établissements différents. Et autour, il n'y a pas trop d'urbanisation. Moins inquiétant. Donc PPRT de Villette de Vienne, on s'est moins précipité pour le faire. Stéphane Europe, donc, qui est plus dans la région grenobloise. On voit déjà les montagnes qui arrivent. Mais voilà, pareil, un établissement autonome, une urbanisation moindre, qui existe quand même, mais voilà. Et puis les cas opposés, où on a les 2 plateformes de Pont-de-Claix et de Jarry. Donc les limites de la plateforme de Pont-de-Claix, ça doit être à peu près ça. Voilà. Et avec là, la ville de Pont-de-Claix, juste mitoyenne. Et la plateforme de Jarry, j'aurais plus de mal à faire les limites. Comme ça doit être comme ça. Voilà, et là, pareil, de l'urbanisation importante tout autour de la plateforme de Jarry. Donc on est vraiment dans des... Bon, quand on parle de maîtrise des risques sur ces établissements, quand on parle d'un établissement isolé, quand on parle des plateformes, c'est pas tout à fait la même chose. En plus, dès qu'il y a des modifications, sur un établissement isolé, il va modifier tout seul, il ne va pas, entre guillemets, on dit taper sur le suivant, c'est-à-dire s'il y a un phénomène dangereux, il ne va pas aller avoir des impacts sur l'établissement d'à côté.
sur les plateformes, mais dès qu'il y en a un qui bouge quelque chose, ça a des conséquences à côté. Je vous ai mis, c'est juste pareil pour information, les informations sur les établissements, vous pouvez les trouver partout. Typiquement, là, je vous ai mis les pages deux pages du site internet Les Bons Réflexes, où il y a une présentation des établissements. Alors, la prévention des risques. Alors, tout ça, c'est ce dont je ne vais pas vous parler, je vais essayer de ne pas vous parler, c'est tout ce qui fait que, voilà, on a des risques. Les risques, c'est des effets toxiques. Je dois avoir des plus toxiques, là. Du toxique, là. Non, oui, j'ai pas trop de toxique, normalement. Si, allez, on va dire que c'est du toxique, ça, un rejet toxique, de l'incendie, hein, du thermique, donc des effets thermiques, et des effets de surpression. Donc, pour nous, on pense toujours, quand il y a des accidents, toxiques, thermiques, surpression. On a un schéma qui explique entre les risques, les aléas, la vulnérabilité, etc. Bon, ce que nous, on voit toujours... Ah ben, il y a un truc qui a disparu. On voit toujours un phénomène, son intensité, sa probabilité, sa gravité et sa cinétique. C'est nos 4 critères sur un phénomène dangereux. Est-ce qu'il va aller loin, enfin, est-ce qu'il a une intensité forte? Donc, quelle est l'intensité, quelles sont les distances qu'il va avoir? Sa probabilité, c'est en fonction des barrières qu'auront mis les exploitants pour éviter que cet accident arrive. Sa gravité, ben, ça va dire est-ce qu'il y a beaucoup de population autour ou pas? Est-ce qu'il y a des infrastructures? Est-ce qu'il y a de la circulation? Est-ce que, voilà, on s'attache uniquement à l'aspect humain en dehors du site. Probabilité, gravité. Cinétique, ben, effectivement, cinétique, c'est ce que c'est lent ou rapide, un phénomène dangereux qui est lent, c'est un phénomène sur lequel les services d'intervention peuvent intervenir avant qu'il se développe trop vite. Donc, mais en général, ils sont tous rapides. Hein. La surpression, c'est systématiquement rapide, pas trop d'état d'âme. Thermique, c'est souvent rapide. Voilà. Et puis après, voilà, on a des barrières. Donc, on regarde si une barrière de prévention des risques ou de protection, elles sont indépendantes, elles sont efficaces, elles ont un temps de réponse, elles ont des niveaux de confiance. Voilà. Tout ça, c'est le cours de maîtrise des risques théoriques que je vous passe. Mais c'était juste pour vous dire, voilà, il y a tout un aspect technique que je ne vais pas aborder plus que ça. Ce que je voulais vous présenter, c'était surtout les 4 piliers qu'il y a dans la maîtrise des risques. Comment on fait qu'on maîtrise les risques? Donc les 4 piliers, c'est maîtrise des risques à la source. C'est-à-dire on évite qu'il y en ait, en fait. Hein, ça va être typiquement ce que je vous ai dit tout à l'heure, on essaye de diminuer les quantités. La maîtrise de l'urbanisation autour, comment on fait pour éviter qu'il y ait trop de monde autour. La maîtrise des secours, hein, c'est l'intervention une fois que l'accident est arrivé. Et puis l'information et la concertation, puisque voilà, toute la campagne en fait partie. Donc la maîtrise des risques, ben, c'est voilà, on évite, on évite, on évite. Donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on a toujours en tête avec les exploitants en disant est-ce que vous êtes obligé d'avoir une telle quantité? Est-ce que vous êtes obligé de la mettre juste en limite de l'établissement? Parce que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir le mettre au milieu, entre guillemets, ça aura des conséquences sur votre établissement. Mais ce qu'on regarde toujours, c'est vis-à-vis de l'extérieur. Hein, nous, on s'intéresse, on n'est pas inspection du travail, donc on s'intéresse toujours à ce qui se passe à l'extérieur de l'établissement. Donc voilà, c'est toujours on diminue les quantités, et ça fait partie des choses qu'on vérifie, les inspections. Donc les établissements Céveso seuil haut sont tous contrôlés au moins une fois par an sur la thématique risque accidentel, et ça fait partie des sujets qui sont vérifiés. Est-ce qu'ils respectent bien leur quantité maximale pour lesquelles ils sont autorisés? La maîtrise des risques, donc c'est aussi la notion de l'instruction des études de danger. Donc tous les établissements font des études de danger, on les instruit. On a un petit paquet à instruire en ce moment, pour être tout à fait honnête. Mais les études de danger, c'est la responsabilité de l'exploitant. C'est l'exploitant qui doit les faire, qui doit démontrer, qui doit montrer qu'il se met à jour régulièrement, que dès qu'il fait des modifications, il a mis à jour son étude et il a mis en place les moyens pour maîtriser ses risques. Voilà, donc ça, c'est quelque chose de régulier. C'est l'instruction des demandes de modification, c'est-à-dire qu'un établissement n'a pas le droit de se modifier tout seul, de dire ben, mon réservoir que j'avais mis en plein milieu de mon établissement, finalement, ça m'arrange pour mon process de le mettre en limite de l'établissement. Non, ça va. Il faut demander si c'est possible, et entre autres, c'est surtout il demande en justifiant pourquoi il le fait et en justifiant qu'il n'augmente pas les risques. On est toujours dans cette démarche, est-ce qu'il augmente les risques ou pas? Donc l'exploitant doit toujours démontrer. Et des demandes de modification, on en a régulièrement. Donc l'inspection, c'est le contrôle régulier. Et donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est des nouvelles demandes d'autorisation. On en a eu beaucoup ces derniers temps. J'ai l'impression qu'il m'en manque qu'une, parce qu'en 2017, j'avais l'impression qu'on avait autorisé quelque chose. Bon,
de mémoire, j'ai pas réussi à le retrouver. Voilà, donc ça, c'est tous les dossiers qui sont passés avec une enquête publique, puisque quand il y a une modification importante, ça passe en enquête publique. C'est ce qu'on appelle les modifications substantielles. Donc ça passe en enquête publique, donc c'est un peu plus long, puisqu'il y a des procédures d'enquête publique qui sont obligatoires, parce qu'il y a la consultation des services, etc. Donc c'est une procédure qui est plus longue. Voilà, mais les derniers dossiers qu'on a eus, donc sur l'établissement Vancorex, donc à Pont-de-Claix, ST Micro sur la commune de Crolles, Excel c'est sur la commune de Salaise, Thor c'est Salaise, Polar c'est la commune de Saint-Clair et aussi ensuite. Est-ce que là je fais peut-être un petit point, est-ce que là il y a des choses que vous vouliez poser des questions, je continue comme ça. Ce que vous appelez la malveillance, ce que nous on appelle la malveillance. Donc c'est un gros sujet qu'on a maintenant. Alors on ne prend pas en compte, c'est dans les règles, parce que les règles elles existent d'avant 2015, on ne prend pas en compte les risques de malveillance. Ça ne veut pas dire qu'officiellement, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On a fait des inspections sûreté justement en 2015 pour vérifier comment les exploitants se protégeaient par rapport à tout ce qui était malveillance externe. Alors ça va aussi bien dans un sens que dans l'autre, c'est-à-dire on craint aussi bien quelqu'un qui rentre comme sur Air Liquide, hein, qui vient attaquer quelqu'un, qui tourne le mauvais robinet, enfin la nouvelle vanne, etc., que quelqu'un qui vole du matériel ou qui vole des produits chimiques et qui sortent, et pas par la porte d'entrée, s'il vole, il ne va pas sortir. Donc à chaque fois, quand il y a des intrusions, on s'interroge dans quel sens les gens sont rentrés. Donc en fait, voilà, on s'intéresse à ce volet-là, mais c'est plus un volet qui est de la responsabilité de l'exploitant. Nous, on n'est pas là pour faire contrôler la sûreté. On est là pour la sécurité. Donc ce volet-là, il est contrôlé par les établissements, mais ça n'empêche qu'on a été impliqué en 2015, qu'on continue à faire des inspections sûreté ponctuelles, qu'on continue lors des inspections courantes à vérifier ce qui avait été vu en 2015. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez mis des moyens en place, en particulier tout ce qui est clôture, modalité d'accès, contrôle de la sous-traitance. Donc tout ça, ça continue à faire partie. Mais par contre, c'est moins réglementé parce que c'est un peu en limite de notre thématique. Mais les forces de police sont très impliquées sur le sujet. Mais on l'a en tête. J'ai tout un dossier sûreté. Pas de souci. Ben, toutes les inspections 2015 ont eu lieu avec les forces de police. Et celles qu'on continue à faire, on en a refait en 2017-2018, sont faites avec les forces de police. Et les établissements font des exercices aussi. Il y a certains établissements qui ont fait des exercices malveillance. Donc ils nous tiennent au courant et le but des exercices, c'est justement de s'améliorer. Donc font des exercices pour chercher leurs points faibles et essayer de s'améliorer, etc. Est-ce qu'il y avait une autre question par rapport à... Donc, j'ai parlé sur la maîtrise de l'urbanisation, le deuxième pilier. Donc on distingue trois cas en fait. On a les Céveso seuil haut existants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les existants. Nous, ça existe depuis 2003 en fait. Notre date d'existence, c'est 2003. Pourquoi 2003? Parce que 2003, c'est après 2001. Pourquoi 2001? Parce que 2001, c'est AZF. Hein, donc AZF, c'est l'événement qui a frappé tous les esprits avec les 35 morts, où on s'est, il a paru de manière flagrante qu'autour des sites industriels, il y avait une urbanisation croissante et que ça n'avait pas été trop pris en compte. Donc AZF 2001, la loi de 2003 qui dit on va mettre en place des plans de prévention des risques technologiques. L'idée de ces plans de prévention des risques technologiques, c'est de faire en sorte de maîtriser l'urbanisation autour des sites industriels et de faire quelque chose pour l'urbanisation existante. Ça, je vais vous le développer un peu plus après, c'est pour ça que je l'ai encadré. Il y a les deux autres cas. C'est un nouveau Céveso seuil haut ou un nouvel établissement de manière générale, hein, mais c'est souvent les Céveso seuil haut. C'est plus pour les Céveso seuil haut qu'on le fait, même c'est presque exclusivement pour les Céveso seuil haut qu'on le fait. Un nouvel établissement qui s'installe, on va l'autoriser que s'il n'y a pas d'effet non acceptables à l'extérieur du site. On a des grilles particulières pour dire acceptable, pas acceptable, etc. Même si c'est acceptable, on va mettre des servitudes. On va faire un arrêté, alors j'ai mis arrêté préfectoral, un arrêté préfectoral de servitude, c'est-à-dire qu'on va figer un peu l'urbanisation future, c'est-à-dire
c'est acceptable dans la situation actuelle, mais il ne faut pas que ça augmente. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un Intermarché qui vienne s'installer juste de l'autre côté du site industriel, parce que là, s'il y avait un accident, il n'y avait peut-être que 2-3 personnes qui étaient touchées. Si on avait un Intermarché de l'autre côté, ben ça fait 1000-1500 personnes, on n'est plus dans le même monde. Donc ça, c'est pour les nouveaux établissements, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient acceptables dans la situation actuelle de l'urbanisation, mais on fige l'urbanisation avec des servitudes d'utilité publique. Et pour exemple, sur les établissements, les autorisations qui sont là, Tor a des servitudes d'utilité publique, Polar a des servitudes d'utilité publique, Adipex a des servitudes d'utilité publique, Eagle, je ne crois pas. Non, non, il y a un PPRT. Non, je ne pense pas. Mon correct, c'est là, mais je ne crois pas. Et ces micros, non plus. Ah, j'ai un doute. Ces micros, peut-être aussi, je ne sais plus. Voilà, donc la notion, c'est on tient compte de l'histoire, on ne recommence pas, entre guillemets, à se dire on autorise quelque chose sans se préoccuper de la suite. Donc on pense à la suite, donc on fige l'urbanisation autour du site. Et puis il y a les Céveso seuil. Alors ça, c'est pour les Céveso seuil haut. Pour les Céveso seuil bas et ceux à autorisation, alors on peut aussi faire un arrêté préfectoral de servitude, mais c'est un peu plus exceptionnel. Mais c'est plus quand on instruit l'étude de danger ou quand on apprend qu'il y a des modifications, on fait ce qu'on appelle un porter à connaissance aux communes, c'est-à-dire on va leur dire il y a un établissement sur votre commune qui a des rayons à l'extérieur qui sont de telle distance, avec tels effets. Donc, monsieur le maire, on vous informe, faites attention, si vous avez des demandes de permis de construire, eh bien, vous savez que vous allez autoriser, c'est à vous de décider si vous autorisez ou pas la construction d'un logement, d'un ERP, d'un établissement recevant du public, ou pas. Donc c'est un porté à connaissance parce que la méthodologie servitude d'utilité publique qui est avec enquête publique, ou la méthodologie PPRT, on ne peut pas le faire pour tous les établissements, c'est pas envisageable. Donc le maire est informé, c'est le maire qui a la responsabilité de délivrer le permis de construire, donc ça s'arrête là. Je surveille mon timing, c'est bon. Alors, la démarche PPRT, donc là, c'est un extrait d'une diapo du ministère, hein, le PPRT, donc plan de prévention des risques technologiques. Ça veut dire qu'on a plusieurs étapes. On identifie les risques, c'est-à-dire on a un établissement, on va lui demander d'identifier ces risques. Pour nous, l'identification des risques, c'est quoi? C'est l'étude de danger. C'est l'étude de danger, il va dire, j'ai tel produit, j'ai tel process, donc les probabilités d'accident sont de telle sorte, avec des distances derrière qui donneront telle distance, 100 mètres, 50 mètres, pour telle concentration, pour telle surpression, pour tel niveau thermique. Et puis j'ai mis des barrières, des mesures pour éviter que ça arrive, pour limiter les distances, etc. Hein, mesures de prévention, les mesures de protection. On dit que ça s'appelle les barrières. Donc ça, c'est la première chose. Dans le PPRT, d'abord, on fait un gros travail avec les exploitants. Ceux qui sont là diront qu'on ne les lâche pas. Hein. On leur demande des mesures de maîtrise de risque, c'est jamais assez, on leur en demande toujours plus, parce que le but, c'est, tant qu'on n'a pas réduit au maximum les distances, non, est-ce que vous avez fait le maximum pour réduire les distances? Il y a un moment, on sait très bien qu'ils ne peuvent plus. Hein. Techniquement, soit ils ne peuvent plus, soit ça devient complètement... non intéressant économiquement, mais j'en parlerai quand même. Voilà, donc la première chose, c'est on réduit. Ensuite, on sait, on a réduit au maximum. On a une carte, ce qu'on appelle nous une carte des aléas, donc la carte de distance, je vous en montrerai tout à l'heure. Après, on regarde les enjeux, on regarde ce qu'il y a dans l'environnement. Est-ce qu'il y a typiquement la plateforme de Villette de Vienne, il n'y a pas grand-chose. Hein, il n'y avait pas d'habitation, il y avait quelques trucs, une route qui passait, etc. Quelques activités. Ou alors, on est dans le cas de Pont-de-Claix, où là, il y a une urbanisation très importante, avec une gravité derrière qui va être très importante. Et puis, en fonction des aléas et des enjeux, on va déterminer un règlement qui dit, à tel endroit, on autorise ça, on interdit ça, on oblige à faire des travaux dans les logements, etc. Je vous donnerai un exemple sur Pont-de-Claix et sur Jarry, pour que ça soit plus concret tout ça, mais voilà, bien avoir en tête, on essaye de réduire au maximum les effets à l'extérieur en intensité et en distance. Une fois qu'on a fait ça, on regarde ce qu'il y a dans l'environnement. Donc la première partie, c'est Adréal qui le fait.
La deuxième partie, de regarder ce qu'il y a dans l'environnement, c'est la DDT qui va aller pointer tous les ERP, tous les logements, toutes les activités, etc. Et après, on se retrouve avec l'ADREAL et la DDT pour faire le règlement. Donc là, vous avez la procédure d'élaboration. Donc le ministère nous avait donné pas beaucoup de temps. À l'origine, règle de 2003, loi de 2003. On était censé les avoir finis, je ne sais même plus si c'est 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans, ou 18 mois. Je crois que c'était 3 ans à l'origine. On est en 2018, on va tous les avoir finis normalement fin d'année. On a mis un petit peu plus de temps pour plein de raisons. Les règles ont changé, les établissements ont changé. On en avait beaucoup, on reconnaît qu'on en avait beaucoup. Les communes n'étaient pas toujours d'accord aussi. Quand on leur dit on va interdire l'urbanisation à tel endroit, on n'est pas toujours d'accord. Donc le planning, je n'ai pas mis de période, mais grosso modo, on avait censé avoir fini au bout de 3-4 ans. Il y en a, de mémoire, il y en a encore je crois qu'il y en a encore 12 ou 13 à faire en France. Bon, on est un petit peu les derniers, il y en a encore 2 donc chez nous, un dans le département de l'Ain, qui devrait être approuvé en janvier. Et là, on aura approuvé tous les PPRT de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, il y en a... Alors, dans le sud de la France, je crois que Marseille est un petit peu en retard par rapport à nous. Donc, la démarche, c'est ce que je vous expliquais, étude de danger. On essaye de voir le maximum pour réduire. Alors, tout ça, ça se fait en collaboration avec la CSS. Non, c'est la PO... si, c'est la CSS. Là. Donc, la commission de suivi de site, quand je vous dis qu'on travaille en commun, qu'on essaye de partager, la commission de suivi de site, donc, qui est réglementaire, elle est en début... où on va leur dire, voilà, la distance maximale, ça va être ça, et puis elle est à la fin, en leur disant, voilà le règlement, on les consulte. Et après, tout au long de la démarche, on travaille en collaboration avec des POA, personnes et organismes associés, donc c'est une réduction de la CSS, on va dire. L'idée, c'est de les tenir au courant, donc il y a les collectivités qui sont présentes, les industriels, les riverains, je ne suis pas sûre qu'il y ait les riverains, non, il n'y a pas les riverains. Si, il y a les riverains, je ne sais plus, si, il y a les riverains, et on travaille donc tout au long pour élaborer ce règlement de plan de prévention du PPR, de plan de prévention des risques technologiques, donc avec la carte des aléas, la carte des enjeux, ce que je vous expliquais par oral, voilà, toute la démarche. Et au final, donc on a l'approbation, c'est même pas marqué, approbation du PPRT qui est là après l'enquête publique. Donc par exemple, en ce moment, on a 2 enquêtes publiques en cours, donc pour les 2 derniers PPRT, le PPRT de Titanobel à Saint-Quentin-sur-Isère et le PPRT de Villette de Vienne, donc avec les 5 dépôts pétroliers dans le nord du département. Et il y a eu, c'était l'année dernière, le pont de Claise, c'était l'année dernière, en 2017. Et on a eu, je vais vous montrer après les autres abusants. Et donc le plan de prévention des risques technologiques, une fois qu'il est approuvé par le préfet, il est annexé au plan local d'urbanisme de la mairie et il est applicable, et entre guillemets, c'est maintenant après à la mairie, quand elle demande quand elle reçoit un permis de construire, etc., de vérifier si c'est bon pour la maîtrise de l'urbanisation future. C'est tout ce que je vous ai expliqué. Oui, donc toute la partie PPRT. Donc ça, c'est toute la première partie, la partie PPRT, plan de prévention des risques technologiques. On élabore un plan de prévention des risques technologiques. Ensuite, il y a la partie que nous, on appelle, entre guillemets, un post-PPRT. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un règlement, c'est bien beau d'avoir un règlement, il faut l'appliquer. C'est-à-dire que, alors pour la maîtrise de l'urbanisation future, c'est plus du ressort des mairies qui vont, elles, appliquer le règlement. Par contre, pour tout ce qui est travaux je vous ai parlé que pour les plans de prévention des risques technologiques, il y avait une partie existante. Tout ça, ça doit se faire dès maintenant, dès que possible. Je vous en développerai après. Voilà. Donc c'est fait soit dans le cadre des plans d'accompagnement des risques industriels, donc il y en a 2 sur le département de l'Isère, Roussillon et Jarry, et soit dans le cadre, après, c'est les collectivités qui prennent le relais, puisque dans les plans d'accompagnement des risques industriels, c'est l'État qui est beaucoup à la manœuvre, c'est des marchés spécifiques pris par le ministère auprès d'accompagnateurs, alors que ensuite, donc c'était une expérimentation. Après, c'est les collectivités qui prennent la main. Donc, typiquement pour le PPRT de Pont-de-Claix, c'est la métropole de Grenoble qui prend la main pour l'application du plan de prévention des risques technologiques sur la partie urbanisation existante.
Je vous ai mis une carte où on voit les différents PPRT. Donc là, vous voyez Pont-de-Claix, Jarry. Alors après, c'est tout petit parce qu'on voit bien, c'est les périmètres de prescription. Donc c'était le périmètre, la première partie quand on fait les études de danger, la distance maximale, jusqu'où ça va. Et donc on voit bien tout de suite, ben voilà, il y en a deux très gros, Pont-de-Claix et Jarry. On a Domaine, c'est le petit point qui est là. On a Stéphane qui est là. Je vois mieux là, Pont-de-Claix, Jarry. Donc Domaine ou Sobégal, c'est l'établissement Sobégal. Stéphane qui est là. Titanobel qui n'est pas marqué, mais qui est par là. On voit la plateforme de Roussillon qui est là. On voit Saint-Clair qui est là. Et ça doit être Villette de Vienne qui est là. Et puis il y a des petits points que vous ne voyez pas trop, mais il y a PCAS, Finorga, etc. Qui sont les autres petits points. Alors, je suis désolée, les couleurs ne sont pas très visibles. Donc, sur les 12 PPRT, donc, sur le département de l'Isère, alors, en fait, vous allez voir, il y a 13 colonnes, en fait. Puis même, on pourrait rajouter quelques colonnes. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai mis Vif, parce qu'en fait, c'est un établissement sur lequel il devait y avoir un PPRT, et au final, il n'y en a pas eu, parce qu'on a réussi à appliquer le premier point. Le premier point, c'était réduction à la source. Et ben, on leur a fait réduire les quantités maximales qu'ils avaient sur site. Donc au lieu d'être Céveso seuil haut, ils sont passés rien du tout. Céveso seuil bas, je crois. Donc Céveso seuil bas, la réglementation ne s'applique plus. Donc il y a eu un porté à connaissance qui a été fait auprès des communes, mais pas de PPRT, puisque là c'était plus Céveso seuil bas, seuil haut, pardon, il ne dépendait plus de cette réglementation. Voilà. Alors, ça semble très simple quand on dit on est passé, je ne sais plus, c'est 25 à 12 tonnes, je n'ai plus les chiffres en tête. Ça semble très simple de dire on leur a dit de diminuer les quantités. Non, ça n'a pas été si simple que ça. Ça a été de longues discussions, de longs accrochages entre l'exploitant et la mairie, parce qu'effectivement, un exploitant, quand on lui demande de stocker moins de produits, ça a quand même des contraintes d'organisation pour lui. Et puis, il a fallu qu'il mette quand même en place des mesures techniques, entre autres une porte particulière sur son stockage de produits pyrotechniques, qui n'était pas gratuite. Mais voilà, ça a été une longue discussion, mais après, donc c'est pour ça que j'ai tenu quand même à laisser ce PPRT de Vif pour vous montrer, on arrive à en faire sortir certains. Pas tous, hein. Il y a des riverains qui nous disent pourquoi vous n'avez pas réussi à sortir le nôtre, je pense à une personne particulière. Non, ce n'est pas toujours possible. Hein. Les process ont besoin d'une quantité de produits, ce n'est pas toujours possible. Après, donc, vous avez les différents PPRT avec leur date d'approbation. Donc, le premier, c'était celui de Bourgoin-Jallieu de PCAS. En 2017, on en a eu 3 d'approuvés, donc les 2 de Saint-Quentin-Falavier, donc c'est des mono-établissements. Alors tout ça, c'est des mono-établissements, c'est-à-dire que c'est des PPRT quand même un peu plus simples à gérer, parce qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul établissement à mettre en jeu. Donc les 2 Saint-Quentin-Falavier fin 2017 et Domaine début 2017. Les PPRT, je suis vraiment désolée sur la couleur, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Les PPRT multi-établissements, donc le premier, donc Jarry avec 2 établissements. Alors, en plus, les établissements, ils changent de nom, ça c'est pas trop grave, mais parfois ils changent d'exploitant aussi, donc ça ne nous simplifie pas la tâche. Mais c'est très bien, ça, tant que l'activité perdure, c'est toujours très bien. Donc Jarry qui a été approuvé donc, en mai 2015. Alors, vous verrez que j'ai marqué Jarry, enfin, il s'appelle Jarry 2, parce qu'en fait, il y a Jarry 1 aussi, parce qu'il y a eu 2 PPRT sur Jarry. En fait, le premier Jarry a été mis en place sans mesures supplémentaires, c'est-à-dire que la distance était très étendue, et il a été négocié entre l'État, l'exploitant, les collectivités, la mise en place de mesures supplémentaires. Les mesures supplémentaires, c'est plus que des mesures normales attendues de l'exploitant. Les mesures normales d'exploitant, c'est un exploitant, il doit mettre des vannes, mettre des barrières, etc. C'est normal. Les mesures supplémentaires, c'est carrément, on lui demande de changer de process pour avoir un process peut-être un peu avant-gardiste ou un peu en avance, mais qui n'est pas du normal. Et donc, en fait, ces mesures supplémentaires sont subventionnées pour partie par l'État. Donc, sur Jarry, le premier PPRT avait été fait sans ces mesures supplémentaires. Et on avait des distances, alors je n'ai plus en tête les distances, près de 5 km, voilà. Et maintenant, on est à moins de 1 km, voilà, c'est 900 mètres, voilà. Donc le fait de... Alors, il n'y a pas que les mesures supplémentaires, il y a toutes les mesures complémentaires qui sont mises en place. Mais on est passé de 5 km à 1 km, quand vous connaissez Jarry et l'environnement, 5 km, 1 km, on n'est pas dans le même monde. Donc, mais
quand même, il y a eu 2 PPRT, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas modifier directement le PPRT, donc il a fallu en faire un premier, dire qu'il était à 5 et qu'on le refaisait, parce que pour passer. Voilà. Donc Roussillon, donc sur la plateforme, c'est un PPRT qui comprend des établissements sur la plateforme et des établissements qui sont hors plateforme. Voilà, donc 4 établissements sur la plateforme, 3 établissements en dehors de la plateforme. Et puis, il y a des établissements qui sont, alors, nouveau Céveso seuil haut. Alors vous allez me dire, nouveau Céveso seuil haut, la diapo d'avant, vous avez expliqué, c'était des servitudes d'utilité publique. Sauf que c'est des nouveaux Céveso seuil haut, mais on appelle ça des néo-soumis. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas devenus Céveso seuil haut de par leur fait, mais du fait que la réglementation a changé. On est sur 2 établissements qui traitent du déchet dangereux. Avant, les déchets dangereux n'étaient pas considérés officiellement, entre guillemets, comme dangereux. Donc cet établissement qui traitait des déchets dangereux n'était pas Céveso seuil haut. Quand même, c'est des déchets dangereux, donc on les assimile à des produits dangereux. Donc au final, ils sont devenus aussi Céveso seuil haut, et donc on leur a demandé des études de danger, etc. Donc, ils doivent rentrer dans le système loi 2003. Ils sont ce qu'on appelle des néo-soumis, c'est-à-dire qu'ils sont devenus Céveso seuil haut du fait, parce qu'ils ont des produits dangereux, mais parce que la réglementation a changé. Donc, ils n'ont pas été introduits dans le premier PPRT de Roussillon, donc il va falloir les introduire. Puisque, alors, autant Suez n'a pas d'effet à l'extérieur de la plateforme, autant Tredi a des effets. Donc on est en réflexion pour modifier, intégrer Tredi. C'est en discussion pour savoir comment on va intégrer Tredi, puisque on aimerait bien éviter de refaire un PPRT. Ce n'est pas vraiment les consignes qu'on a du ministère de refaire des PPRT. Le PPRT de Pont-de-Claix, donc avec 2 établissements Céveso seuil haut, j'aurais dû mettre aussi Suez, puisqu'il a aussi sur la plateforme de Pont-de-Claix un établissement néo-soumis qui est Suez. Par contre, j'ai oublié de le mettre parce que celui-là, on ne va pas le toucher puisqu'on a fait les études de danger et l'établissement Suez n'a pas d'effet en dehors de la plateforme, donc ne modifie pas le PPRT. Donc ça sera du formalisme de dire que cet établissement ne modifie pas le PPRT, donc il n'y a pas besoin de faire de PPRT ou de mise à jour du PPRT. Voilà. Donc pour nous, il y a deux établissements sur le PPRT de Pont-de-Claix qui vient d'être approuvé donc en juin 2018. Je vais aller un petit peu sur le détail de cet établissement après pour revenir dessus. Avant que j'ai la question sur Isochem, effectivement, Isochem est en liquidation. Ça ne va pas simplifier non plus les choses. Mais ça a été pris en compte dans la carte des phénomènes dangereux. Et il y a une partie qui est en liquidation et l'autre partie qui est en cours de reprise par la société extractive, qui est un Céveso seuil haut aussi. PPRT de Saint-Clair-du-Rhône, avec 2 établissements qui vient aussi d'être approuvé. Alors, vous voyez qu'il y a un gros gap entre les 2014-2015 et 2018. Donc là, on était sur 2 plateformes importantes, avec une urbanisation importante autour. Là, on a aussi des mesures supplémentaires. Et là, ça a été long parce que c'est là encore où ça fait des cas où on a mis la pression forte à l'exploitant pour réduire les distances. Et entre autres, un des moyens qu'on a pour mettre une pression, c'est dire « Ok, vous n'êtes pas d'accord avec ce que la demande, donc on demande une tierce expertise, c'est-à-dire que c'est un tiers expert qui est missionné spécifiquement et qui va déterminer si oui ou non c'est possible. » Donc ça fait partie des... On a perdu 1 an avec, entre autres, la tierce expertise sur la plateforme de Saint-Clair. Les PPRT restant prouvés, c'est ce que je vous disais, Titanobiel pour le dépôt pyrotechnique, et Villette de Vienne avec les sacs dépôts de liquide inflammable qui ont été prescrits en 2012. Et alors, était prescrit en 2018. 2018, qu'est-ce qu'on a fait depuis 2003 pour ne le prescrire qu'en 2018 Il y a un petit 2 là aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le PPRT de Villette de Vienne, il était prescrit, alors je n'ai pas repris la date du premier, à peu près dans le même créneau horaire créneau annuel que les autres. Et on était presque à la fin par rapport à toute la phase, qu'il est apparu, il y avait des phénomènes dangereux qui avaient été oubliés. Moitié-moitié, responsabilité portée par tous, on va dire. Et ces phénomènes dangereux, ils sortaient du périmètre de la prescription. Donc on était obligé de redémarrer à 0, une consultation initiale, une présentation du périmètre à la CSS,
On était dans une nouvelle réglementation, il fallait un avis de l'autorité environnementale au niveau national, et non plus, avant ça n'existait pas. Donc, voilà. Donc ça, on a repris un petit peu de délai. Voilà, mais bon, prescrit en 15 février 2018, on a quand même travaillé en parallèle en attendant qu'il soit prescrit. Et donc, approuvé, il devrait être approuvé fin du mois. On a rendez-vous avec le commissaire enquêteur pour la fin de l'enquête publique dans 15 jours. Pas de commentaires, a priori, ça devrait le faire. Je vais juste vous passer les diapos sur le PPRT de Pont-de-Claix, parce que sinon je ne vais pas respecter mon timing. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je vous ai déjà dit sur le contexte, sur l'établissement. De toute manière, vous aurez accès au diaporama. Sur les établissements, voilà, il n'y a pas de spécificité. Vous voyez que j'ai enlevé tous les noms des produits qui étaient dans mon précédent diapo. J'ai tout enlevé les noms. Juste vous montrer, pareil, comme pour Jarry, vous voyez, alors la plateforme, elle doit être à peu près là. Vous voyez le périmètre initial. Alors, non, vous ne voyez pas, mais je vous le montre. Le périmètre initial qui était à 3 km. Et donc, on a eu des mesures supplémentaires qui ont été prescrites par un arrêté préfectoral de 2011. Donc, avec principalement le projet Eagle, dont je vous ai parlé avant, qui avait été autorisé avec une enquête publique, etc. Donc, conversion d'unités de production de chlore. Donc, on a changé de process. Plusieurs autres mesures, etc. Tout a été mis en service. On a diminué les distances. Il y avait un montant de 87 millions. Et donc, les 87 millions, c'est financé, entre autres, donc 40% par l'État. Et ça veut dire qu'on contrôle les sous financiers. Ça veut dire qu'on a fait 10 inspections pour vérifier que les sous donnés avant Corex étaient bien utilisés pour ce quoi on les avait donnés. Il n'y avait pas de souci. Voilà. Donc tout a été financé, enfin les 40% ont été payés et tout est en place. Donc vous voyez maintenant, j'ai plus la même échelle sur le plan, vous voyez le nouveau, la plateforme de Pont-de-Claix, donc la zone grisée, et puis le nouveau périmètre, on est passé de 3500 à 960 mètres. Quand on fait des mesures supplémentaires, le but, comment on demande à l'État de payer tout ça, c'est en disant, voilà, les travaux ça coûterait tant, les mesures supplémentaires coûteraient tant. Si on ne fait pas les mesures supplémentaires, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher, en dehors de l'impact psychologique de devoir faire, parce qu'il y avait beaucoup d'expropriations avant, en dehors de l'aspect psychologique, humain, enfin tout ce que vous voulez imaginer sur l'aspect humain, il y avait aussi quand même l'aspect financier qui comptait, sur le fait que de dépenser autant d'argent pour Pont-de-Claix, ça valait le coup financièrement aussi. Le résultat final, donc c'est voilà comment ça se comporte, ça se présente un PPRT à la fin. Ben voilà, c'est la signature là. Vous voyez, c'est ça qui est important. C'est la signature. Là. Donc le plan de zonage réglementaire où on voit donc défini les différentes zones avec des numéros qui sont dans le règlement. En fonction des couleurs, il y a un principe général qui est élaboré et vous avez l'arrêté préfectoral d'élaboration qui est signé par Monsieur le Préfet. Alors la démarche, donc ça c'était pour le PPRT. Je vous ai dit, une fois qu'on a le PPRT, on n'a pas tout fini, on a le post-PPRT, parce que c'est bien beau de faire une loi, mais derrière, il faut l'appliquer. Alors on distingue, je vous ai dit, la maîtrise de l'urbanisation. C'est comme pour les servitudes d'utilité publique, là c'est plutôt la commune qui va se prendre ça en charge derrière, dans le cadre des permis de construire, on fixe des règles, on n'augmentera pas plus. Alors, il y a même des règles dans la zone, ce qu'on appelle, je reviens sur le plan, dans la zone grisée. Une des règles, typiquement, c'est on n'accepte pas dans la zone grisée de nouvelles installations Céveso seuil haut. C'est bon, on en a suffisamment. Sauf si elles sont nécessaires pour le fonctionnement de la plateforme. C'est-à-dire qu'il y a une plateforme qui fonctionne, on ne la bloque pas. On continue à la laisser se développer, mais que pour les activités pour lesquelles elle est autorisée. On n'en rajoute pas, il y a suffisamment de monde autour. Donc voilà, la maîtrise de l'urbanisation future comprend des règles pour chaque zone qui ne sont pas les mêmes. Plus on est loin, moins elles sont contraignantes. Et il y a des règles sur la zone grisée, c'est marqué, construction réservée aux installations à l'origine du risque objet du PPRT. Alors il manque la suite, et des activités en lien direct avec les installations à l'origine du risque. Donc la maîtrise de l'urbanisation future. Sur la zone dite de prescription, donc c'est-à-dire les zones maîtrise d'urbanisation, l'urbanisation existante,
On a soit des mesures foncières d'expropriation ou de délaissement. Donc les délaissements, c'est si je ne suis pas obligé de partir, mais si je veux partir, on est obligé de me rentrer dans le système d'expropriation. Donc il y a un tiers des PPRT. Alors les chiffres qui sont donnés, c'est les chiffres nationaux, ça. Donc les mesures foncières d'expropriation et des mesures de protection sur les logements. Alors, avant, dans les prescriptions, il y avait des actions obligatoires pour tous, c'est-à-dire aussi bien les logements que les activités. Les activités n'étaient pas tout à fait d'accord, parce qu'on leur disait, vous êtes obligés de vous protéger, mais on ne vous finance pas. Ça coinçait un petit peu. Donc ce qui a été retenu, c'est on ne les oblige pas dans le cadre du PPRT, mais on les oblige dans le cadre des autres réglementations. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils protègent leurs salariés. Donc, voilà, c'est à eux de prendre la responsabilité, de protéger, d'appliquer le code, les différents codes qui leur sont applicables. Donc les activités, c'est pour ça que les activités, par rapport aux protections, c'est marqué obligatoire sur les logements, mais on ne parle plus des activités. Alors, ça, c'est pour les zones en zone de travaux, ce qu'on appelle zone de travaux. Quand on est dans les zones protection, mesures foncières, expropriation ou délaissement, il y a une possibilité pour... Donc là, par contre, c'est pas pareil. Là, quand on est en zone d'expropriation pour une activité, enfin, en zone d'expropriation pour une activité, c'est valable aussi. Hein. Mais elles peuvent proposer ce qu'on appelle des mesures alternatives. Parce qu'il y a des activités, c'est pas si facile que ça de se déplacer. Donc elles peuvent proposer autre chose pour rester sur place, soit de l'organisation technique, soit de l'organisation, soit des moyens techniques. Dans certains cas, hein, quand on est sur un problème de surpression et que les activités se passent à l'extérieur, ils ne pourront pas proposer grand-chose. Si on est sur du toxique, que les activités se passent dans des bureaux, ils créent un local de confinement, ça peut le faire. Donc il y a des mesures alternatives. Voilà, ça c'est quelque chose qui est nouveau, ça date de fin 2015, cette possibilité pour les activités qui étaient en zone d'expropriation, de délaissement, de proposer des mesures de demander des mesures alternatives qui sont financées par l'État, à hauteur du coût que coûterait la mesure foncière. Alors, je me suis un petit peu concentrée plus sur la partie travaux, parce que c'est ça qui est le prioritaire, hein, ça c'est les communes qui s'en occupent. Là, il y a moins de logements qui sont concernés, on a essayé à chaque fois d'avoir le moins possible d'expropriation, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc maintenant sur le post-PPRT au niveau de l'État et des collectivités, c'est surtout sur ce point-là que c'est mis en place. Donc je vous ai donné la date d'approbation des différents PPRT, les échéances de réalisation des travaux, puisque c'est 8 ans après la date d'approbation du PPRT. Alors la réalisation des travaux est obligatoire. Elle est obligatoire et pendant 8 ans, elle est financée par l'État. Non, pas que par l'État, excusez-moi pour les industriels et les collectivités. Elle est financée à 40% par l'État, en crédit d'impôt, 25% par les activités à l'origine du risque et 25% par les collectivités. Dépasser ce délai des 8 ans, l'obligation, elle reste. Hein, les gens devaient avoir fait les travaux, mais par contre, ils ne seront plus financés. Donc l'idée, c'est de les pousser à le faire le plus vite possible. Oui, c'est de les pousser à le faire le plus vite possible. Je pense que c'est l'idée principale. Donc vous avez le nombre de logements. Alors ça, c'est le nombre de logements qui a été estimé au moment de la rédaction des PPRT. On sait déjà qu'il y a une erreur là sur VOREP. A priori, il y en a 0 finalement, parce qu'ils ne sont pas en zone de prescription. Les 10 il y en a bien 10 logements dans la zone, mais ils ne sont pas en zone de prescription. Voilà, ça vous donne un petit peu près les chiffres. Je vous ai donné, pour vous donner un petit peu des références par rapport au national. Voilà, on est quand même dans des gros chiffres. Alors, il y a un PPRT qui bat tous les records. Hein. C'est la vallée de la chimie, comme vous pouvez vous en doter. On est je crois que c'est 5000 logements, je ne sais plus. Voilà, donc le PPRT de la vallée de la chimie, c'est quand même le très très gros PPRT. Donc où est-ce qu'on en est dans ces opérations de travaux? Ça commence. Hein. On a quand même un peu la pression avant d'approuver les PPRT. Donc le post-PPRT, on commence à s'y mettre. Voilà, ça commence à... Alors, si on va être positif, on va commencer sur Roussillon. Alors, on a marqué, c'est dans la colonne terminée, c'est pas tout à fait terminé, le programme d'accompagnement des risques.
qui a duré 3 ans, est terminée. Après, c'est la communauté de communes qui a pris le relais pour finir les logements. Il y avait 120 logements. De mémoire, on a dû arriver à faire des travaux sur 60-70 logements. Je crois que c'est à peu près le chiffre que j'ai en tête. Jarry, l'opération est engagée dans le cadre d'un plan d'accompagnement des risques industriels. Je vais vous développer un petit peu celui-là. Et puis, c'est en cours, voilà, sur Pont-de-Claix. Pont-de-Claix Domaine, donc ils sont regroupés, donc c'est en cours. Vorep, Chasse, ben, c'est pareil, c'est que ça commence. Ceux-là, ils ne sont pas vraiment commencés, y compris les PPRT pas approuvés, puis il y a des PPRT où il n'y a pas besoin de travaux, donc ils ne sont pas concernés. Le pari de Jarry, donc très rapidement, donc c'est un programme d'accompagnement. Il vise 900 logements, il est dans une démarche globale faite par le ministère pour lancer justement, pour tester ces travaux, voir comment ça marchait, la mise en place des travaux dans les logements. C'est fait avec, alors en fait c'est financé par l'État. L'État finance un opérateur, donc dans le cadre du PPRT de Jarry, c'est l'opérateur qui s'appelle Solia, qui a été retenu après un appel d'offres. Donc c'est Solia. L'opérateur, c'est le contact direct avec les riverains. C'est lui qui va accueillir les riverains, qui va traiter les dossiers avec les riverains, qui est vraiment le relais direct avec les riverains. L'objectif, c'est de faciliter. Alors j'ai laissé la diapo. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai quand même laissé la diapo, parce qu'il y a un petit souci sur le pari en ce moment, mais j'ai maintenu quand même cette présentation. Et l'importance, elle est forte. Hein, il y a eu 2 réunions publiques en janvier et février 2017 pour motiver les riverains, parce que c'est très difficile de motiver les riverains pour qu'ils fassent des travaux chez eux. Voilà, quand on leur dit on va vous faire des travaux. En fait, sur Jarry, c'est des travaux de confinement. Il faut créer un local de confinement, puisqu'on est sur du risque toxique. Donc les gens doivent créer un local de confinement dans leur habitation pour, en cas d'incident, donc de fuite de produits toxiques, ils puissent se mettre dans ce local qui est, entre guillemets, étanche à un certain niveau et y rester le temps nécessaire que le nuage se disperse. Donc voilà, il y a eu 2 réunions publiques pour motiver les populations qui ont lieu donc en début 2017, qui étaient présidées par le président de la métropole chartrois. Et sur Pont-de-Claix, on a déjà eu une réunion publique sur le post-PPRT aussi. Donc les acteurs, c'est voilà, l'État, les industriels, oui, parce qu'ils financent quand même aussi ces travaux. Les collectivités, et voilà, elles sont là, les 3 communes et la métro, là, qui financent aussi. L'État, on a quand même tous les financeurs. Solia, donc je vous ai parlé pour le suivi, l'animation du pari, et puis Procivis et la Caisse des dépôts, parce qu'il y a des sous, hein, les gens dépensent des sous pour faire leurs travaux, on leur avance des sous, ils peuvent faire des prêts, donc le Procivis justement est l'organisme qui a été retenu pour aider les riverains en faisant des prêts à 0%. Voilà, donc il y a différents acteurs, tout ça c'est financé par l'État et puis par les exploitants et les collectivités et le département et la région. Il y a des comités d'engagement financier réguliers pour avancer tout ça. Donc comment ça se passe, un programme d'accompagnement des riverains, comment ça se passe pour les riverains? Ils vont d'abord contacter l'organisme. Ensuite, il va y avoir une visite dans leur appartement pour choisir la pièce de confinement. Ensuite, on fait un devis de travaux. On fait les travaux, on fait un contrôle après les travaux. Et alors, tout ça, c'est suivi. Je ne vous ai pas mis le schéma en parallèle pour tout le financement qu'on donne progressivement pour que les gens n'aient pas tout à payer. Oui. Oui. Il y a un financement des travaux à 100%, mais après, derrière, les ménages, les gens, les propriétaires, les bailleurs, qu'est-ce qui va leur rester à leur charge? 0. C'est-à-dire pour un... C'est eux qui avancent tout l'argent. Alors... je prends l'exemple d'un logement sur lequel il y a un diagnostic qui coûte 300 €, c'est à peu près ça le diagnostic. Je vais vous montrer le diagnostic, ça se passe comme ça. Le diagnostic, on met une porte sur le local qui a été retenu, on met une dépression dans le local et on regarde les fuites pour identifier les points faibles. Alors, en général, c'est typiquement la fenêtre, le sous-bassement de porte, quand il y a du parquet, du parquet ancien, c'est pas bon. Donc il y a un diagnostic qui est fait qui coûte 300 € et imaginons qu'il y ait 700 € de travaux. Tout ce montant-là, en fait, le propriétaire, c'est lui, le propriétaire de son appartement. Donc, on ne peut pas payer à sa place. On ne peut pas payer les entreprises à sa place. Donc, c'est lui qui va devoir payer. Mais par contre, tout ça, c'est financé. Donc, en fait, on lui donne, il y a des comités d'engagement financier qui font qu'on lui donne des sous en avance pour qu'il puisse
financer son diagnostic. Donc on va lui avancer le montant du diagnostic. Après, on va lui avancer une partie du montant des travaux. Et on peut... Alors, tout est financé. Il y a le crédit d'impôt qui, normalement, arrive après. Un crédit d'impôt, normalement, arrive après. Mais on peut, dans le cadre d'un prêt, leur financer tout et ils rembourseront le crédit d'impôt plus tard. Mais tout ça, c'est... Mais je sens la question venir parce qu'il y a un souci en ce moment sur le pari de Jarry. Donc, c'est pour ça que... mais tout est financé. À hauteur de 20 000 € par logement et 10% de la valeur vénale du bien. Voilà. L'avancement, je me dépêche. L'avancement, donc il y avait 672 logements dans le parc privé. On a 340 logements qui ont déjà pris contact avec lesquels Solia a déjà pris contact. Il y en a 311, sur 340, il y en a 311 qui ont déjà fait le diagnostic. Et il y en a 291 dossiers qui sont passés en comité d'engagement pour l'avancement du financement des travaux. Alors, on a effectivement en ce moment un souci sur le pari de Jarry, qui est un souci administratif bête et méchant, on va dire, de marché avec l'opérateur, ce qui fait qu'on est obligé de suspendre l'action en ce moment, ce qui fait qu'il y a des messages qui sont un petit peu contradictoires au niveau de la commune de Jarry, enfin de tous ceux qui sont dans le cadre du PPRT de Jarry et du pari, sur le fait que ça ne serait plus obligatoire. Si les travaux restent obligatoires, on a un souci administratif sur le marché avec Solia. Solia est absolument pas en cause, je tiens quand même à le dire. On est tout à fait satisfait du travail de Solia. C'est un souci vraiment administratif sur le marché qui fait que pour le moment, on est obligé de suspendre les actions et qu'on est en train de s'organiser pour continuer à financer les travaux qui ont été faits, etc. Mais on fait tout pour que redémarrer quand on pourra, payer les gens, rembourser les gens qui ont fait des avances. Voilà. Donc, on a, je ne sais pas si indirectement c'était votre question aussi sur le fait que sur Jarry, il y a un souci effectivement depuis le mois d'août, mais qui est, voilà, le pari, les travaux restent obligatoires, sont à faire et on met en place tous les moyens pour essayer de financer. Voilà. Et la maîtrise, alors je vais passer très vite parce que j'ai dépassé mon temps. Ouais. Maîtrise des secours, juste. Je vais surtout centrer sur les 2.2. Donc, maîtrise des secours, c'est pour vous dire qu'il y a quand même des accidents. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'accidents. Le risque existe qu'il y ait des accidents. Donc, j'ai fait la base de données et j'ai 50 accidents en 2017. Voilà, je vous ai donné un peu les thématiques. Ce n'est pas d'office des accidents très importants. Enfin, c'est pas des accidents très importants. Les mesures, c'est des plans d'opération internes qui sont faits par les exploitants, des plans particuliers d'intervention, donc je vous ai parlé déjà, qui sont faits par la préfecture quand il y a des phénomènes dangereux à l'extérieur, et les plans communaux de sauvegarde qui sont faits au niveau des communes, et il y a des exercices qui sont faits régulièrement. Et la dernière diapo, c'est sur l'information. Voilà, la CSS, je vous en ai déjà parlé aussi. Pour vous dire qu'on se rencontre régulièrement. On s'est rencontrés une fois par an en 2017. On se rencontrera une fois par an en 2018 sur chaque CSS. Il me manque une ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Il manque une ligne. Je ne sais pas où elle est passée. Et pour aller plus loin, moi, j'avais fait une petite brochure, enfin un petit diaporama sur les sites, voilà, les communications possibles. J'ai vu que l'IRMA avait fait un document très bien aussi, qui est plus complet. Donc, je renvoie sur le document fait par l'IRMA. Je m'excuse pour la fin un petit peu rapide, mais c'était surtout... Voilà. On fera les questions à la fin, quand Madame Thiévan aura fini. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Corinne Thiévan, donc inspecteur des installations classées aussi, et animatrice du S3PY. Donc, le S3PY, c'est une structure d'information et de concertation. Il y en a 15 en France, en fait. Donc, on a la chance d'en avoir un à Grenoble. On en a aussi un à Lyon. C'est le Spiral. Donc, moi, je vais vous parler effectivement du quatrième pied de la chaise, c'est-à-dire l'information des populations. Donc, j'avais un chef d'UD que certains ont connu qui disait toujours que la politique de prévention des accidents majeurs, c'était effectivement... ça reposait sur 4 pieds et chaque pied était important. L'étude de danger, c'est sûr que c'est la base de tout et le reste en découle. Mais il y a l'organisation des secours, la maîtrise de l'urbanisation, comme l'a présenté Claire-Marie, et puis l'information des populations. Donc moi, je vais vous dire un petit mot sur le SPI assez rapidement, hein, parce que je sais que le temps est compté. Je vous parlerai aussi rapidement des commissions du SPI, et ensuite je ferai un zoom plus précis sur la campagne d'information des populations, puisque c'est le sujet d'actualité. Elle va être lancée le 14 novembre officiellement par le préfet de région, mais elle a déjà commencé, il y a déjà eu des distributions d'informations et de brochures dans les boîtes aux lettres de la population.
Donc les SPI, rapidement, ce sont des structures d'information et de concertation qui ont été créées dans les années 70, essentiellement pour résoudre des problèmes, des conflits liés à l'industrie. Donc le premier SPI avait été créé à l'étang de Berre. Donc il y en a effectivement, comme j'ai dit, 15 en France. Le SPI de Grenoble, c'est le dernier né, il est né en 2011. Donc l'intérêt de ces structures, en fait, c'est que ça regroupe des représentants des 5 collèges, donc les services de l'État évidemment, puisque le SPI est présidé par le préfet de l'Isère et par un député aussi, M. Collaroy. Donc des services de l'État, des collectivités qui sont aussi largement concernées et impliquées, les associations, que je remercie parce qu'elles participent très souvent de façon assidue à nos commissions, des représentants des salariés et des acteurs économiques, donc les industriels notamment. Donc petit rappel, oui, le SPI a été créé par arrêté préfectoral en 2011, sous l'impulsion de Madame Joanneau, certains s'en souviennent, puisqu'elle était venue pour la problématique du mercure à Jarry, et donc elle en avait profité pour lancer officiellement et créer ce S3PY. Donc l'animation du SPI est confiée à l'unité départementale de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'en suis l'animatrice depuis 2016. Donc juste un petit mot sur l'organisation. Donc elle est organisée en 5 commissions. Donc la commission risques majeurs. Donc une grosse action phare du moment, c'est la campagne d'information sur les risques industriels majeurs que je vais détailler juste après. Une commission environnement santé, donc elle a mis un peu plus de temps à émerger, non pas parce que le sujet n'était pas intéressant, mais parce que ça a tendance à partir dans énormément de sujets, à partir un peu dans tous les sens, si on peut dire. Donc depuis 2016, on a fait un séminaire technique et on s'est concentré sur des actions en lien avec le plan régional santé-environnement et sur une lettre biannuelle d'information que vous pourrez prendre en sortant, que j'ai mis à disposition. Une commission qualité des milieux biodiversité, donc avec notamment les études de zone, donc les associations sont aussi bien impliquées, les industriels également. Donc c'est des études sur certains secteurs du territoire. Donc en Isère, on en a 2, une dans le sud grenoblois et une à Roussillon, pour voir les impacts cumulés des activités industrielles, des activités humaines, de la circulation, etc., sur des secteurs bien ciblés. Ensuite, une commission climat, air, énergie. Donc là, on retrouve toutes les problématiques liées, bien sûr, à l'air, avec le plan de protection de l'atmosphère. Et puis, la dernière exigence qui avait été faite en mars 2018, c'était de produire des feuilles de route qualité de l'air. Donc ça, c'est dans cette commission-là qu'on y travaille. On va aussi, bien sûr, travailler sur le plan climat. Et puis enfin, la dernière commission, aménagement du territoire et économie durable. J'en dirai 2 mots rapidement à la fin de mon intervention sur les transports de matières dangereuses, essentiellement. Voilà, donc maintenant, je vais vous parler plus précisément de la campagne d'information régionale sur les risques industriels majeurs. Donc je vous ai rappelé sur ce slide la brochure qu'on voit ici. Et puis le petit magnète réglementaire qui donne le petit magnète qui donne les consignes d'information sur les risques industriels majeurs. Donc ces brochures ont vocation à être distribuées dans les boîtes aux lettres de tous les riverains des zones à risque, des zones PPI, comme l'a évoqué tout à l'heure Claire-Marie. Donc on a pris le parti de diffuser les brochures dès qu'une commune était partiellement touchée par un rayon PPI. On distribue bien sûr la brochure sur toute la commune. Ça se fait maintenant ou... Benoît, ça te va si je le mets dans les actions après plutôt ? Ah, si tu veux. Ouais, ça sera plus facile. Ouais, je préfère après. Pas de souci. Là. Donc un petit rappel, pourquoi on fait une campagne d'information sur les risques industriels majeurs ? D'une part, parce que c'est une obligation réglementaire pour tous les établissements qui sont soumis à PPI. Donc dans les établissements soumis à PPI, on retrouve bien sûr tous les établissements Céveso seuil haut, mais on retrouve aussi les établissements nucléaires, et on retrouve aussi les établissements qui manipulent des organismes pathogènes. Donc je détaillerai après le poids de ces établissements dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une action d'envergure unique en France, puisque vous allez voir en région Rhône-Alpes, Claire-Marie a déjà bien dépeint le département de l'Isère, mais la région Rhône-Alpes est particulièrement riche en établissements industriels très actifs, mais aussi qui sont soumis à PPI. Donc cette campagne d'information réglementaire, en fait, c'est un travail collégial entre les industriels qui sont les premiers concernés, c'est eux qui doivent produire cette information et qui la financent.
mais aussi les élus, puisqu'ils ont une mission importante de relais d'information sur les communes, et ils prennent en charge aussi la diffusion des brochures, ce qui représente une charge financière importante. Et puis bien sûr les services de l'État, puisqu'on est garant des messages qui sont délivrés. Donc le contenu de l'information à distribuer aux riverains est fixé par la réglementation. On n'a pas une marge de manœuvre, enfin, on n'a pas une liberté absolue. On doit bien sûr faire connaître les établissements, les risques associés, faire connaître le signal d'alerte et les consignes, avec quand même l'évolution en 2018, puisque il y a eu des circulaires et des réglementations sur la sûreté. Donc on a, vous le verrez, largement allégé les fiches établissements. On n'a plus le droit de nommer les produits, on n'a plus le droit de donner les quantités exactes, etc. Donc pourquoi on fait ça aussi sous forme de campagne? C'est quelque chose qui est assez propre à la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'en fait les établissements industriels ont l'obligation réglementaire de faire cette information, mais ils peuvent très bien la faire de façon individuelle. Donc notamment, par exemple, en Auvergne, les 11 établissements industriels Céveso, traditionnellement, ont toujours fait leur information de façon individuelle. Donc pourquoi pas, ça peut s'envisager. Mais nous, en Rhône-Alpes, c'est vraiment une tradition et c'est une volonté forte des acteurs de le faire de façon mutualisée. Parce qu'en fait, d'une part, ça permet de donner une information homogène à tous les riverains. On a aussi quand même souvent des superpositions de rayons PPI. Vous avez vu la densité et la richesse des plateformes dans la vallée du Rhône, dans la vallée de la Chimie, dans le sud grenoblois. Donc ça permet aussi de donner une information sur un bassin de façon homogène et collégiale. Et puis ça permet aussi, et ça c'est pas négligeable, de développer des actions complémentaires. Donc vous allez voir que les industriels et les acteurs qui ont mené cette campagne n'ont pas fait qu'une diffusion de brochures réglementaires, mais ont proposé bien d'autres actions pour que cette campagne soit plus efficace. Donc le dimensionnement de la campagne régionale 2018, donc il y a en tout 122 établissements concernés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, 99 établissements Céveso, seuil haut, 8 sites nucléaires soumis à PPI, dont 4 centrales, 5 stockages souterrains, 4 infrastructures TMD et 6 établissements qui utilisent des micro-organismes hautement pathogènes. Donc c'est effectivement une campagne d'envergure unique en France. Là, je vous ai mis la carte des bassins. Donc on les a effectivement... on a fait le choix de regrouper les établissements par bassin de risque. Donc le bassin grenoblois est là, avec les établissements grenoblois. Qui ont été présentés tout à l'heure par Claire-Marie. On a bien sûr la vallée du Rhône. On a les établissements du sud de la région ici. Voilà, donc on a en tout 22 bassins qui sont répartis. Donc en Auvergne, c'est plutôt des sites plus isolés ou des plus petits bassins. Mais que ce soit dans le département du Rhône ou d'Isère, on a effectivement des gros bassins industriels. Donc pourquoi on fonctionne par bassin ? C'est pour regrouper ces sites industriels qui sont quand même souvent assez proches. Donc là, je vais vous faire un petit zoom sur le bassin de l'Y grenoblois qui est là. Donc en fait, tous les habitants des communes qui sont concernés par ce rayon, donc le plus grand rayon, c'est Vancorex, 15 km, plus grand rayon PPI, qui englobe du coup de fait pas mal de communes, mais tous les habitants de ce périmètre-là vont recevoir une brochure qui sera commune au bassin. Donc en fait, par bassin de risque, on fait une brochure. Donc la brochure, elle comporte un certain nombre de pages communes, mais ensuite elle reprend toutes les fiches établissements toutes les fiches établissements qui décrivent les activités des sites industriels. Donc si on prend dans le Y grenoblois, on retrouvera les pages communes qui décrivent la politique de prévention des accidents majeurs, qu'est-ce que le risque, quels sont les effets des accidents, mais ensuite une fiche établissement pour chacun des sites. Donc notamment, vous aurez la fiche de Vancorex et... non que Vancorex, parce que Extractive fait de la formation qualitative. Donc Vancorex pour la plateforme de Pont-de-Clé, Areva et Suez, pardon. Ouais. Areva et Arkema pour la plateforme de Jarry. Vous aurez la fiche de Stepan Europe. Vous aurez aussi la fiche de l'ILL. Voilà, donc vous avez des fiches spécifiques par établissement et ensuite les consignes communes. Donc là, par exemple, je les ai là, excusez-moi, les établissements. Donc pour le sud grenoblois, on retrouve Suez et Vancorex, effectivement. Donc dans chaque brochure, vous avez le site industriel, donc là, Vancorex, la commune d'implantation, les principaux dangers associés, donc risques toxiques, le rayon PPI, et ensuite toutes les communes qui sont concernées. Si on prend l'ILL, puisqu'il y a eu des questions tout à l'heure sur le nucléaire, donc la commune d'implantation Grenoble, risque radioactif, rayon PPI 500 mètres. De la même manière, Arkema, Jarry,
rayon 10 km, les communes concernées et les différents risques toxiques, inflammables, explosifs et dangereux pour l'environnement. Voilà, donc pour chaque bassin, dans les brochures, vous aurez une carte et puis cette description des entreprises avec les risques associés. Et ensuite, bien sûr, une fiche établissement qui va décrire un peu mieux les activités. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ces brochures. Donc la... J'en ai deux. Ouais. La première, je ne comprends pas bien parce que j'ai eu l'impression que le périmètre, le rayon de Vancorex est plus grand que celui d'Arkema. Le rayon PPI de Vancorex fait 15 km. Ah, c'est marqué 8 Non, je crois pas. Donc là, rayon Vancorex 15 km et rayon d'Arkema 10 km. La deuxième question, c'est un coût à 150 000 à 200 000 brochures. En tout ? Oui. En tout, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça fait 1 700 000 brochures pour 2,9 millions de personnes concernées. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une campagne d'envergure unique en France. Donc il y a 122 sites industriels concernés, 410 communes concernées sur la région, 1,7 million de brochures distribuées et un peu moins de 3 millions de personnes concernées sur la région. Donc ça explique aussi pourquoi on souhaite le faire sous forme de campagne mutualisée, parce qu'effectivement le volume de personnes à toucher est très important et le fait de délivrer une information homogène, commune pour tout le monde, c'est quand même aussi plus efficace. C'était vos deux questions ? Ouais, ok. Donc pour mener à bien cette campagne régionale d'information, on bénéficie quand même d'expériences des campagnes précédentes, puisque c'est, je l'ai dit, une tradition en Rhône-Alpes. Depuis 93 dans le Rhône, 98 en Isère, et donc en 98 j'avais eu la chance de faire cette campagne déjà avec François, puisque l'Institut de risque majeur était déjà bien impliqué dans ces actions-là. Donc c'est quand même un travail de longue haleine qui réunit pas mal d'acteurs. Et donc on a un comité de pilotage qui valide les orientations de cette campagne. Bon, ça fait peut-être 1 an et demi qu'on a lancé les réflexions et les travaux, et c'est vrai qu'on essaye vraiment de travailler de façon collégiale. Donc on s'est basé sur les membres d'ESPI, enfin les 5 collèges d'ESPI. Donc dans notre copil et dans nos groupes de travail, on a toujours des représentants des industriels. Évidemment, ce sont les premiers concernés, les premiers impliqués, et aussi les gros financeurs, mais on a bien sûr aussi des collectivités, puisqu'elles ont un rôle très important à jouer, des associations. Donc il y a l'Institut des risques majeurs qui est bien associé, mais on a aussi l'AGLO qui participe, la FRAPNA également, des représentants des salariés, et puis bien les élus. Donc on a mis en place 3 groupes de travail pour mener à bien les actions, donc les documents réglementaires, la communication et les actions complémentaires. On a aussi pris 2 chargés de mission qui nous ont accompagnés tout au long de cette préparation de campagne. Donc il y en a une personne qui est là, c'est Camille Loustalot-Forest, et qui a eu notamment la charge de contacter, les 2 chargés de mission ont contacté les 410 communes en direct pour voir avec eux quelles étaient leurs attentes par rapport à cette campagne, les modalités de diffusion, le nombre d'exemplaires qu'ils voulaient, s'ils voulaient des actions spécifiques, etc. Donc il y a un vrai travail de contact avec ces 410 communes. Et puis on a recours à un prestataire, bien sûr, pour nous accompagner, puisqu'on n'est pas des spécialistes de la communication et de l'infographie, donc Magazine. Donc sur le principe, je vais quand même revenir, excusez-moi, sur le principe. Donc cette brochure-là, qui fait, selon les bassins, effectivement, elle peut faire de 12 à 30 pages, je crois, Isabelle ? 40 pages, ouais, selon les bassins, selon le nombre d'établissements. Donc cette brochure qui est mise dans une enveloppe en tête des préfectures concernées et à laquelle on a joint un petit magnet de consigne. Donc vous verrez, j'ai mis aussi les magnettes à l'extérieur là en libre service, vous pourrez en prendre. Donc ça, c'est vraiment les messages forts de la campagne, c'est faire connaître les consignes de sécurité. Donc ces documents-là sont mis sous pli, sous enveloppe, et ensuite distribués à tous les habitants des 410 communes concernées. Donc autant vous dire qu'en termes de routage et de travail, c'est effectivement extrêmement important. Donc la distribution a commencé en septembre et va s'étaler jusqu'en décembre. Donc j'en profite pour remercier les communes qui sont aussi largement impliquées dans la diffusion de ces documents réglementaires. Notamment, certaines communes ont fait le choix de les accompagner dans leur bulletin municipal. Donc du coup, ça donne aussi un poids plus important aux messages qui sont
qui sont associés et qui sont distribués aux riverains. Donc là, c'est la partie réglementaire. On va dire une fois qu'on a fait ça, on répond à la réglementation. Ça pourrait être suffisant. Sauf qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a choisi de faire différemment, de faire plus. Et donc du coup, d'être plus présent sur le terrain et auprès des riverains. Donc on a décidé, on a travaillé pas mal dans le groupe de travail communication, mais on a retenu un certain nombre de principes que je vais détailler rapidement. Donc je ne l'ai pas encore dit, donc j'en profite quand même pour remercier l'APORA, qui fait partie évidemment des membres très actifs du secrétariat de cette campagne. Donc dans le secrétariat campagne, il y a le Spiral, donc c'est mon équivalent à Lyon, l'APORAM qui représente les industriels, l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes bien sûr, puisque c'est elle qui relie et qui passe un temps très très long sur l'aspect réglementaire des documents. Et puis bien sûr le SPI. Donc ce secrétariat campagne anime les groupes de travail et rend compte aux COPIL et évidemment bien sûr à l'autorité préfectorale. Donc on a retenu un certain nombre de principes. Certains sont un peu des nouveautés, d'autres on a repris ce qui marchait bien en 2013. On n'avait pas non plus réinventé ce qui avait fait ses preuves évidemment. Donc le premier principe qui est un peu nouveau, c'est d'organiser une campagne sur 5 ans, plutôt qu'une campagne tous les 5 ans. Puisque la réglementation, elle dit tous les 5 ans, les industriels doivent faire une information auprès des riverains. Donc jusque-là, en 2008, 2013, 2018 évidemment. Et puis on s'est dit qu'en fait, un intervalle de 5 ans, c'était quand même un peu trop long pour les riverains. Et donc on a décidé de faire des actions plus dans la durée, plus continues. Donc notamment, vous verrez, on va faire des actions avec les scolaires plus dans la durée et des actions aussi avec des acteurs relais, puisqu'on a prévu de créer un label. Donc on a voulu aussi, bien sûr, structurer les actions sur la base d'une stratégie de communication, donc qui a été proposée par Vancorex et que je remercie par ailleurs. On a prévu de sélectionner une ou plusieurs actions phares que je vais détailler juste après, de mobiliser les médias et les relais d'opinion, et de réutiliser l'existant qui avait fait ses preuves. Donc voilà, pour que vous ayez tous en tête les documents, donc ça c'est bien la brochure. Pour répondre à votre question, 1 691 000 brochures exactement. Les petites enveloppes, donc avec l'autorité préfectorale. Donc là, on a fait exprès, on a pris un bassin où il y avait énormément de communes concernées et ça touche 4 départements. Donc ça, c'est pour la vallée, le département, les activités du Tricastin, pardon. Et donc là, on vous donne des exemples de cartographie qui sont mises dans les brochures. Donc cette petite action, ce magnète qui paye pas de mine, qui n'est pas réglementaire, mais qui a été plébiscité en 2013, on a décidé de le reprendre. Donc on l'a distribué notamment aux scolaires, mais il sera avec toutes les brochures et mis dans les enveloppes, donc distribué à tout le public. À la rigueur, s'il y a une chose à retenir de la campagne, c'est ça, les bons réflexes. J'entends le signal d'alerte, qu'est-ce que je fais? Je me mets à l'abri, j'écoute la radio, je ne téléphone pas, je ne vais pas chercher mes enfants à l'école. Voilà, il y a un autre document qui est réglementaire dont je n'ai pas parlé, c'est les affichettes. Donc elles ont été tirées à 90 000 exemplaires et elles sont prévues dans les lieux publics. Donc ERP, immeubles de plus de 15 logements, entreprises de plus de 50 salariés et terrains de camping. Donc elle reprend les consignes un petit peu plus détaillées que sur le magnète. Et donc du coup, le plan d'action de la campagne 2018, donc, qui a été réalisé vraiment de façon consensuelle avec tous les participants au comité de pilotage et dans les groupes de travail. Donc on a décidé de le regrouper par thématique. Donc les outils d'information, ça, j'allais dire, on n'y coupe pas, c'est réglementaire, brochure, enveloppe, affichette. Donc ça, c'est financé à 100% par les industriels et on bénéficie de l'aide des communes pour la distribution. Un document qui n'est pas réglementaire mais qui est tout à fait complémentaire, c'est le magnète avec les consignes. Ensuite, les chargés de mission, donc Camille et Jérémy, ont préparé des documents d'information pour les mairies, des documents support pour accompagner les brochures s'ils le souhaitaient. On a prévu également un dossier relais d'opinion, donc qui sera en version PDF téléchargeable sur le site internet que je vais rappeler juste après, mais qui s'appelle Les Bons Réflexes, et un petit flyer 4 pages qui pourra être distribué lors des manifestations, conférences de presse, mais aussi journées portes ouvertes, etc. Donc dans la communication proprement dite, donc la note stratégie, je l'ai déjà dit, l'implication des médias, donc quand on fait différentes actions, presse, radio, télévision. On a prévu aussi des panneaux d'exposition qui présentent la campagne et toujours les consignes, bien sûr. Un film de lancement de la campagne qui pourra être réutilisé par les industriels, mais aussi diffusé sur les réseaux sociaux, puisqu'on a décidé
en 2018 d'avoir une présence vraiment plus accrue sur les réseaux sociaux. On a eu le feu vert de la préfecture pour cela. Et donc on a un gros travail en ce moment pour relayer notre campagne, les consignes et ce qui concerne la prévention des risques sur Facebook. Donc on aura bien sûr un site internet, Les Bons Réflexes. Et puis en événementiel, donc on a 2 actions phares. Donc une première, c'est ce qu'on a appelé la vraie fausse alerte. Donc dans les établissements scolaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les rectorats, on a prévu de faire un exercice donc, qui est déjà prévu officiellement dans les établissements scolaires, qui s'appelle un exercice PPMS. On a prévu de le faire à l'automne 2018 avec une thématique risque industriel, et puis si c'est possible de le reconduire ensuite de façon annuelle dans ces établissements scolaires, toujours en partenariat avec les rectorats. Et enfin, la dernière action qui est nouvelle pour cette édition 2018, c'est qu'on a créé un label Les Bons Réflexes. Donc vous pouvez voir que la matinale d'aujourd'hui est une des premières actions à avoir été labellisée. Donc je remercie l'IRMA qui s'implique toujours et qui est toujours partante pour des nouvelles actions dans le domaine des risques. Donc ce label, le principe, c'est de tout ce qui va avoir tout ce qui va avoir un lien avec la campagne, la prévention des risques ou la diffusion des consignes. On propose de le labelliser et en retour, on met à disposition des supports, on fait du relais d'information également. Et on a prévu de faire chaque année le rendez-vous annuel des acteurs du réseau, donc notamment des acteurs qui auront fait des actions labellisées, pour faire vivre cette campagne, pour continuer à parler des risques et pour faire connaître les consignes, ce qui est quand même notre objectif premier. Donc pour compléter ça, on a bien sûr aussi un gros pan d'action avec l'éducation nationale, que je remercie par ailleurs pour leur soutien depuis toutes les dernières campagnes, bien sûr. Donc il y a une action qui est plébiscitée, qui était déjà en place en 2013, c'est Arlette à Tortue d'Alerte. Donc c'est à destination des écoles maternelles et primaires. Un concours à destination des collèges et des lycées est également prévu. Donc normalement, pour l'année scolaire 2018-2019, avec vocation à être reconduit, puisque je le rappelle, on a volonté d'avoir une action sur 5 ans. Des visites d'élèves dans des musées autour des risques majeurs, donc ça c'est une initiative du rectorat de Lyon, donc c'est déjà commencé. Une pièce de théâtre, ici ça arrivait, c'était aussi une action qui a été plébiscitée de 2013 et qui va être soutenue et maintenue. Une action qu'on vous montrera en image, donc le bus InfoRisque, qui a également été labellisé. Donc je remercie encore l'IRMA, qui s'est déroulé le 5 octobre 2018 au Pont de Clé, donc avec l'implication forte de Vancorex. Et puis d'autres actions d'information, donc complémentaires. Un numéro de téléphone consigne qui est déjà opérationnel, donc, où vous entendez la sirène et les consignes à appliquer. Des visites de sites industriels à la demande et des actions potentielles avec des établissements scolaires également. Une organisation d'une journée de formation, gestion de crise à destination des élus dans plusieurs départements. Donc ça sera financé sur les années 2019-2020. Des vidéos de 2013 qui sont réutilisées. Et puis un jeu Escape Game sur les risques industriels qui a été proposé par le MNLE et qu'on a aussi labellisé comme action significative pour la campagne.